Si vous voulez bien me rejoindre sur scène, messieurs, comme ça, on va monter sur scène, on va même s'asseoir, on va s'installer avec vous pour ces différents rendez-vous. Je rajoute juste une petite chose, je vous en prie, il n'y a pas de place établie, mettez-la où vous êtes bien. Juste, je rajoute par rapport à ce que disait Isabelle avant de rentrer dans le premier sujet. Effectivement, on va mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. On y va, on se dit les choses telles qu'elles sont, ce qui va bien, ce qui va un peu moins bien, ce qu'on peut mieux faire. L'idée, c'est d'essayer d'avancer, de construire et d'être productif dans le bon sens du terme aujourd'hui. Et il n'y a pas de tabou. En tout cas, on va essayer. On va essayer de voir comment on peut avancer tous ensemble parce que finalement, que ce soit les intervenants, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit Paris Good Fashion ou Première Vision, c'est comme le disait Isabelle, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir faire avancer les choses. On a tous une petite part ou une grande part de responsabilité. On va peut-être rappeler juste le contexte que vous connaissez tous pour cette première table ronde autour de la preuve par la donnée face au greenwashing. Une fois qu'on a affiché tout ce qu'on avait fait dans les boutiques, éteint la lumière et enlevé la clim, eh bien, il faut aller voir un petit peu plus loin, c'est ce que disait Isabelle. Et plus on avance, et plus on en trouve. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, et donc il faut essayer de s'aligner et de savoir ce qu'on fait avec tout ça et quelles sont les méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour avancer sur ces sujets. Le contexte, Antoine, c'est finalement la loi AGEC, l'affiche environnementale sur les vêtements. Peut-être est-ce que tu peux juste rappeler, pardon, je me permets de te tutoyer, mais c'est comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce petit contexte-là sur lequel on va revenir? Je vais faire un petit tour de table après, mais voilà, la deadline. Oui, bonjour à tous et toutes, merci d'être là, je suis ravi de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je viens d'un univers qui est celui du climat, qui n'est pas forcément celui du textile. Et donc, c'est très intéressant de confronter les enjeux qu'on a l'habitude de traiter à l'échelle des territoires, d'un pays, d'avoir des grands débats presque philosophiques, et de les appliquer à ceux d'une chaîne de valeur, d'une organisation complexe comme ça, d'une entreprise et d'un secteur industriel entier. Alors, la loi AGEC sur l'affichage environnemental fait partie d'un ensemble de dispositifs législatifs nationaux et européens qui aujourd'hui est en train de se construire, non seulement autour du secteur du textile, il y a plus d'une vingtaine de législations européennes en cours d'adoption sur le secteur actuellement, mais également pour l'ensemble des entreprises de la communauté européenne. On a notamment par exemple la directive CSR sur la responsabilité sociale des entreprises, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui va étendre de 11 000 à 50 000 le nombre d'entreprises qui seront soumises à l'obligation de reporting de leurs émissions de gaz à effet de serre, avec tout un travail à faire autour non seulement de la transparence, mais aussi de la robustesse et de la qualité des données. Ça, c'est pour les émissions liées à l'organisation entreprise. Et puis, la loi AGEC va préciser un certain nombre d'informations qui vont devoir être publiées à propos des produits, de leur provenance, de l'incorporation des émissions de gaz à effet de serre aussi, et puis donc se faire œuvre de transparence pour le consommateur, mais aussi pour se situer auprès de ses concurrents, auprès du reste afin d'identifier quelles sont les sources de pollution environnementale, de nuisances pour la biodiversité, d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduites aujourd'hui et à travers quel levier, je pense qu'on y reviendra très vite. Bien évidemment. Alban, justement, la question de l'affichage, c'est votre sujet. Effectivement, responsable produit chez Ecobalise. Alors, j'ai découvert qu'avant, c'était Wikicarbone. Ça avait commencé comme ça, oui, Wikicarbone. Exactement. Juste un petit mot, justement, qu'est-ce qu'est Ecobalise? On rentrera après dans le détail, mais pour bien comprendre. Oui, bonjour à tous. En deux mots, donc Ecobalise, en effet, on est une équipe, un projet, on est aussi un outil de calcul, un logiciel, qui est hébergé au sein du ministère de la Transition écologique et qui a vocation à faciliter la mise en place de l'affichage environnemental. Donc on dit faciliter la mise en place, c'est le dispositif de manière volontaire pour début de... Merci Christophe Boquet, comme ça on poursuit le petit tour de table. On reviendra aussi sur toutes les avancées, tout ce que vous mettez. Chloé ne cesse d'innover dans ce contexte de responsabilité.
responsable et traçabilité. On rappelle que c'est quand même la première entreprise de luxe européenne qui avait été qualifiée Bicorp, que vous avez mis une méthodologie de l'impact social en open source. Voici quelques-unes des grandes avancées que vous avez mis en place. Aujourd'hui, Chloé, sur la maturité de ces avancées RSE, vous mettriez quelle note? Parce que vous êtes quand même parmi les plus avancés. On en parlait un petit peu juste avant, mais je pense qu'il faut quand même faire preuve d'humilité tous ensemble sur ces sujets, puisque comme vous l'avez dit, à mesure qu'on comprend, à mesure qu'on tire le fil, hein, c'est le cas de le dire, on découvre soit des calculs de plus en plus complexes, soit des données qui manquent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que dans différentes interventions qu'on a, on parle beaucoup plus de traçabilité maintenant et de data que vraiment de stratégie de décarbonisation ou de réduction d'impact. Je pense que ce shift, il est en train d'arriver là depuis 2 ans. Qui est un vrai accélérateur. On n'a peut-être pas les mêmes données, mais en tout cas, il me semble que c'est plus rapide, hein, la mise en place de la loi AGEC. En tout cas, la partie traça, on voit que c'était vraiment un bel accélérateur pour quels sont leurs fournisseurs, et puis avoir quelques règles quand même pour afficher un taux de recyclabilité, des matières recyclables. Donc je pense qu'il y a une vraie notion d'humilité aussi parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de boulot à faire sur le training des équipes, en boutique. On entend parler de greenwashing et on se rend compte que beaucoup d'entreprises aussi peuvent raconter des bêtises parce qu'elles ne savent pas aussi. Donc voilà, donc je pense que je ne mettrai pas de note. Je pense qui est bien malin pour mettre une note. Je pense que nous, chez nous, on croit beaucoup plus à l'amélioration continue. C'est-à-dire de se dire, à un palier, on va aller plus loin, on va essayer de pousser toujours plus loin. Et il n'y a pas de limite, en fait. Et on pense que si vous faites la comparaison avec d'autres entreprises comme Patagonia, ne considèrent pas du tout comme le meilleur. Par contre, ils ont mis en place des vraies logiques d'amélioration continue et de pousser tout le temps les équipes pour aller toujours plus loin. Et vous faites partie quand même de ces marques moteurs. Alors justement, Antoine, vous avez regardé avec Paris Good, vous avez fait appel à vous pour faire un état des lieux, finalement, de savoir où en était la mode française, les acteurs de la mode française face aux défis de la transformation environnementale et sociétale. C'était présenté en avril dernier. Je ne vais pas vous demander de nous refaire tout le rapport, mais peut-être en 2 points, parce que c'est important de savoir d'où on part pour savoir où il faut aller. Ce que l'on va voir aujourd'hui, surtout ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a fait le constat, que faut-il faire maintenant? Et on va voir que la donnée a son importance à ce moment-là. Donc, en quelques mots, quel était votre constat? Il y a énormément de dimensions à prendre en compte pour évaluer l'impact environnemental du secteur textile, que ce soit sur le climat, l'économie circulaire, la biodiversité, sur les ressources en eau. Nous, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est que les entreprises de l'échantillon, qui étaient au nombre de 24, avec des distributeurs, des grandes marques, des marques plus accessibles, se sont véritablement saisies de l'enjeu climat. Il y a une vraie capacité aujourd'hui à mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. En revanche, ça devient très vite plus compliqué dès lors que, sa chaîne de valeur, c'est-à-dire regarder ce qu'on appelle le scope 3, les émissions qui interviennent lors de la production de fibres, la transformation, le transport, mais aussi la fin de vie des produits textiles. Et puis il y a beaucoup de difficultés à suivre dans le temps les progrès qui sont réalisés, tout simplement parce que tout ça se met en place, les équipes aussi se structurent au sein des organisations. Mais il y a une vraie attention sur le sujet climat et notamment une prise en compte de ces enjeux-là à l'échelle de ce qu'on appelle les émissions de scope 1 et 2, c'est-à-dire scope 2, l'approvisionnement en électricité qui permet de faire tourner les entrepôts, les magasins, etc. Et scope 1, la manière dont les sites fonctionnent. Sur tous les enjeux biodiversité, on est encore très en retrait, y compris sur ceux de l'eau. En revanche, on voit que sur l'économie circulaire, évidemment, il y a aussi une réflexion qui est beaucoup plus poussée, avec beaucoup d'expérimentation, notamment sur la location de vêtements, sur la réparabilité des vêtements, avec également donc beaucoup d'efforts portés sur le recyclage, mais on est encore très très loin du compte en termes de volume, et ça, c'est un peu effrayant. Sur les données, le scope 3 notamment, vous le disiez, et je crois que vous le dites les uns comme les autres, c'est la priorité des priorités aujourd'hui. C'est vraiment là où il faut aller chercher, et c'est là où il est le plus difficile d'aller chercher la donnée. Chez Chloé, Christophe, où vous en êtes sur ce sujet-là? Comment vous avez travaillé?
En fait, en 2019, quand on a fait notre premier bilan carbone, enfin on a fait un petit peu plus que bilan carbone, mais quand on a voulu vraiment comprendre notre impact environnemental, on a vite compris que ça se situait au niveau des matières premières, donc de scope 3, et que plus on apprenait, plus ça se jouait dans l'élevage et dans la culture, donc dans les champs en fait. Et donc au fil à mesure qu'on a cherché à avoir les bons leviers en fait pour réduire notre impact, il est devenu clair qu'il fallait qu'on travaille sur les pratiques agricoles, mieux les comprendre et essayer de les influencer. Alors quand on se dit Chloé, défilé de mode et pratiques agricoles, peut paraître très éloigné, mais finalement ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord qualifier des pratiques en fait d'impact réduit par rapport aux matières conventionnelles, s'appuyer sur des certifications existantes, former l'ensemble des équipes développement et design pour qu'elles puissent les utiliser, incentiver l'ensemble de l'entreprise sur l'atteinte de ces objectifs et commencer à mettre toutes ces datas dans nos systèmes d'information. Donc ça, c'était vraiment une première étape qui nous permet aujourd'hui de mesurer et je dirais de gratter la surface de l'ensemble des mesures qu'on peut faire. Et en fait, on a lancé un projet qui s'appelle le Vertical, dont vous avez peut-être entendu parler, qui au départ, en fait, l'idée c'était d'explorer donc la culture et l'élevage, et donc quand on a commencé à se rendre compte que les définitions d'agriculture régénérative ou même d'agriculture organique, c'était quelque chose qui n'était pas si clair, en tout cas pour tous les acteurs, ou que les certifications n'étaient pas toujours là, on s'est dit on va d'abord s'attacher à la traçabilité en fait d'une collection capsule, du champ jusqu'au produit, sur du cuir, du lin, pour vraiment apprendre. Donc c'était vraiment une notion d'apprentissage de quelles sont les filières, qu'est-ce qu'on peut avoir comme data. 20 ans que je suis dans le métier, ça faisait 20 ans qu'on me disait le cuir c'est difficile à tracer, on n'arrive pas à remonter, et finalement en fait en trouvant les bons interlocuteurs, en s'alignant sur les valeurs, en expliquant aussi notre démarche, on a pu remonter le fil jusqu'à des fermes. On a pu remettre un sac en fait à une éleveuse d'un des veaux. Mais au-delà de l'anecdote, là ce qu'on a appris, c'est que il faut retravailler entièrement ces supply chains, il faut se reformer aussi. Et puis, si on parle vraiment de data et de dataset, il n'y a rien qui existait. Donc on est allé chercher toutes les infos à la main, toutes les factures, tous les bons de livraison, et tout à la main. Système qui permet, comme on a dans le food, une traçabilité complète de la matière première. Donc c'est vraiment cette démarche, c'était pour apprendre. Et ce qu'on a essayé d'apprendre aussi, c'est comment on communique ces informations aux clients. Parce qu'on va y venir après, quand on parle de greenwashing, ça s'adresse aux clients, ou aux investisseurs, ou aux assureurs. Et donc en fait, le sujet derrière, c'est de se dire, mais comment on va cette traçabilité, cette mesure d'impact correctement aux clients. Justement tout à l'heure, on va continuer sur cette chaîne de valeur, parce que ces enquêtes, ces recherches, aller sur le terrain, Alban aussi, c'est le quotidien de vos équipes. Bien entendu, vous, pour calculer l'éco-score qui sera obligatoire dans les prochains mois, tout le monde n'a pas forcément les moyens de Chloé pour c'est bien ça. Pardon. Il y a beaucoup d'enjeux, en effet, là, qui viennent d'être partagés. En effet, donc le groupe Chloé, qui s'investit depuis quelques années, on voit en effet toutes les conséquences, les implications et les investissements, même derrière, de la part des équipes dirigeantes pour influer toute cette démarche un peu justement circulaire, traçabilité, de gestion de la donnée. On voit que ça prend du temps et que c'est complexe. Alors en effet, pour des PME et des petites marques qui sous-traitent leur production à l'étranger, on part de zéro, pour faire simple. Et donc aujourd'hui, en effet, la manière dont est développé le projet Ecobalise est assez intéressante, je trouve. C'est-à-dire depuis 1 an et demi, 2 ans, donc nous sommes une équipe de 8, avec des profils data, des profils qui font de l'analyse de cycle de vie, et des profils un peu chefs de projet textile alimentaire. Donc moi je suis à la partie textile. Et donc depuis 1 an et demi, en fait, on bosse avec à la fois les marques, les industriels, donc les quelques industriels qui restent en France, et puis aussi avec des fournisseurs et des industriels à l'étranger, pour comprendre justement quelles sont les données qui sont aujourd'hui exploitables par des marques, puisque ce sont les marques en bout de chaîne qui vont être principalement impactées par l'affichage environnemental. Quelles sont les données que les marques maîtrisent aujourd'hui? Il se trouve que les données que les marques maîtrisent sont très faibles. Il y en a moins, enfin je dirais qu'il y en a 5. C'est-à-dire le poids du vêtement, sa composition, le made in, donc le pays de confection, et puis c'est à peu près tout. Et on se rend donc compte, ça fait que 3. Voilà, enfin 3, 4, 5, mais tout ça pour dire que l'affichage environnemental,
il y a énormément de complexité derrière, justement, sur quelles données utiliser. Dans une logique d'analyse de cycle de vie, il y a beaucoup d'hotspots, en effet, qui se retrouvent sur le scope 3, c'est-à-dire sur l'ennoblissement, par exemple, sur le choix des matières. Mais ces données, aujourd'hui, ne sont pas maîtrisées par la grande majorité des marques. Donc l'affichage environnemental doit trouver un moyen d'évaluer des produits sans ces données en première approche, puisqu'il faut que ça soit accessible pour les marques. Et donc ça, c'est assez complexe, mais on travaille dessus. Combien de critères alors? Parce que là, vous avez parlé de 3 informations. Vous en regardez combien? Alors on en regarde beaucoup, plus que ça. Alors au niveau des critères pour l'affichage environnemental, en 2 mots sur l'affichage, l'affichage c'est quoi? C'est estimer l'impact environnemental global d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie et aussi sur plusieurs indicateurs environnementaux, donc pas uniquement sur l'impact climatique, enfin changement climatique. Donc en fait on fait de l'analyse de cycle de vie, donc c'est une démarche justement qui s'appelle l'ACV, LCA, Life Cycle Assessment en anglais. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est de définir des scénarios moyens, des scénarios par défaut, pour permettre aux marques et aux consommateurs in fine de pouvoir comparer des produits et de pouvoir comparer des choix d'éco-conception pour des marques, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Si je ne connais pas le titrage de mon fil, si je ne sais pas si la teinture a été faite sur fil ou sur tissu, et si je ne sais pas quel type de colorants ont été utilisés, bon, ben en fait, de temps. Et ensuite, si je veux le préciser et enrichir le résultat final de mon éco-score, je peux le faire. Si je dispose de la donnée, donc là il faut se faire accompagner ou bien investir en interne des ressources pour travailler sur sa traçabilité. Antoine, c'est bien ça aussi. Le sujet, c'est la question de l'harmonisation, la standardisation. Vous parlez tous le même langage pour pouvoir se comparer. Oui, le climat, si on ne parle que de ça, des émissions de gaz à effet de serre, a cet avantage, qui est aussi parfois son défaut, de pouvoir être mesuré à l'aune d'un seul et unique indicateur, qui est le CO2. Donc on peut tout traduire, théoriquement, en CO2. Mais ce n'est pas si simple, car pour le faire, on a besoin de méthodologie, on a besoin de standards aussi, de vérification, de validation des acquis. Et tout cela fait l'objet d'un vaste écosystème qui essaye d'affiner ces standards, ces méthodologies, dans un cadre privé. Et viennent s'ajouter à cela donc un certain nombre de législations, que ce soit au niveau donc national, européen et même à l'étranger. Vous avez peut-être entendu parler de l'ISSB, qui doit développer des nouveaux standards de reporting ESG pour les entreprises. Les États-Unis, l'Australie et un certain nombre de pays font la même chose. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu qui est celui de parler le même langage, c'est-à-dire de faire en sorte que lorsqu'on mesure ces émissions de gaz à effet de serre, pour faire simple, on adopte la méthodologie la plus communément admise aujourd'hui, scope 1, 2, 3. De la manière qu'on puisse à la fois vérifier dans le temps, ça c'est le premier enjeu, c'est-à-dire avoir un suivi chronologique de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et pouvoir identifier quand et où on est parvenu à en faire infléchir ces émissions. Et 2, permettre aussi une comparabilité et puis une agrégation des données. Ce qui est intéressant, ce serait de pouvoir comprendre véritablement quel est l'impact réel du secteur textile aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre. De multiples études existent, elles donnent des chiffres complètement différents qui varient de 1 à 4. Donc c'est très très compliqué d'avoir aujourd'hui une idée de cet impact-là. Et là, je ne parle que du climat. Donc aujourd'hui, la directive CSR doit permettre justement, avec les critères d'évaluation qui ont été adoptés fin juillet, d'adopter le même langage au niveau communautaire et au niveau européen. Mais nous, ce qu'on a pu observer au sein de l'échantillon qu'on a étudié dans le cadre de l'étude avec Paris Good Fashion, c'est que les entreprises avaient beaucoup de mal à exprimer le même langage. Il y en a qui expriment leurs émissions vis-à-vis de la production de cuir, de chaussures, de textiles, de linge de maison. D'autres vont adopter scope 1 et 2 en même temps, puis mettre le scope 3 un petit peu. Puis on saute une année, et puis finalement on revient sur l'année précédente parce qu'on a changé de méthode. Donc tout ça rend le suivi extrêmement difficile, et la crédibilité d'une entreprise qui veut faire un affichage environnemental repose en grande partie sur cette capacité à tenir dans le temps des standards d'évaluation et de mesure qui soient crédibles, robustes et qui soient vérifiés par des tiers. On a remarqué également que sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre, très très peu d'entreprises se lançaient dans une démarche de science-based target, c'est-à-dire validée par la science. Chloé est engagée avec le groupe Richemont dans une de ces démarches. L'idée, c'est aussi de pouvoir montrer qu'on s'aligne sur les standards les plus robustes et reconnus internationalement. C'est extrêmement important. Alban, c'est ce à quoi va servir aussi l'affichage, à ces éléments de comparaison. Quelle est la méthode? Parce que vous, évidemment, vous appuyez aussi sur un conseil scientifique et vous avancez pas à pas avec l'avancée des données scientifiques et des recherches sur le sujet.
Oui, absolument. Alors, au niveau de la méthodologie, pour les marques, je trouve que c'est intéressant de bien splitter les enjeux qui sont au niveau de l'organisation, donc notamment avec des bilans carbone, donc au niveau entreprise, et l'affichage qui est au niveau produit. Donc nous, là, moi en tout cas, je parle au niveau produit sur les impacts environnementaux. Au niveau de la méthodologie, alors on part de ce qui se fait aujourd'hui, donc on part notamment donc, de l'analyse de cycle de vie, de manière plus spécifique du référentiel européen PEF qui est en construction, donc qui n'est pas finalisé, hein, qui va prendre encore quelques années. Donc on part de ce socle-là. Qui est le socle aujourd'hui, qui est assez reconnu, qui est le plus avancé d'un point de vue scientifique sur les impacts environnementaux. Ça reste un outil, ce référentiel, il est en construction, il n'est pas parfait. Donc on part du référentiel européen et on n'hésite pas à intégrer des correctifs, des compléments, on appelle ça, sur justement des enjeux qui sont mal pris en compte aujourd'hui de manière quantitative dans la communauté scientifique. Donc par exemple, il y a l'enjeu des microfibres, qui aujourd'hui, l'impact des microfibres en l'occurrence, ne sont pas intégrés aujourd'hui dans les référentiels d'analyse de cycle de vie, donc ne sont pas intégrés notamment au niveau européen, et il n'est pas acceptable pour l'affichage environnemental de ne pas tenir compte de cet enjeu, puisque ça orienterait, ça biaiserait les comparaisons et les résultats. Donc typiquement sur les microfibres, en effet, il y a un conseil scientifique qui a été monté avec des acteurs institutionnels, avec l'ENSET par exemple, avec l'IFTH, et aussi le JRC, donc le Centre de recherche européen qui participe aux travaux. Et on n'hésite pas sur les microfibres, sur les enjeux de toxicité aussi, à travailler avec les industriels, avec les sachants, pour intégrer cette dimension dans l'affichage environnemental. Ce que vous dites, c'est que rien n'est figé, finalement, et rien n'est totalement parfait à ce jour. Oui, absolument. C'est hyper... ouais. Cette notion d'humilité, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose d'extrêmement des activités humaines sur le vivant, sur la planète. Donc oui, il faut être très humble là-dessus. Et l'affichage et tout ce dont nous sommes en train de parler reste des outils pour les entreprises. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a la notion de prix, hein, avant tout, en tant que marque, la notion de qualité de produit. Et donc l'affichage et toutes ces dimensions sont des outils en plus pour une stratégie d'entreprise. Christophe, justement, comment on s'y retrouve, comment on se fait accompagner, parce que j'imagine que certains d'entre vous sont en train de se dire mais c'est d'une complexité terrible. D'abord, moi, je n'ai pas les équipes, je n'ai pas le temps, je ne comprends pas. Alors, on voit que effectivement, il y a des startups, il y a des cabinets, il y a la coopérative MU, par exemple, aussi fait partie de ces gens qui peuvent aider. Comment on fait pour s'y retrouver? On va chercher ces expertises-là? Je dirais que bon, c'est sûr que c'est complexe, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se faire accompagner. Et dans se faire accompagner, je pense que le bilan carbone au démarrage, c'est un bon démarrage pour l'entreprise qui veut savoir un petit peu où sont ses impacts. Et il ne faut pas le faire tout seul, il faut se faire accompagner. Je rappelle que si après l'entreprise veut se servir de ce genre de data pour faire des comparaisons, il faut faire donc des revues critiques, et donc il faut se faire accompagner par d'autres acteurs du marché. Mais je dirais que oui, il faut se faire accompagner, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les compétences dans les entreprises, elles ne sont pas forcément là, hein. On voit qu'il y a des écoles, hein, qui commencent seulement à créer des formations pour les ingénieurs ou qui changent leur cursus pour ça. On voit des entreprises qui s'associent en fait avec des écoles pour pouvoir créer des cursus en fonction. Donc on voit que tout ça c'est en train de changer. Donc oui, il faut se faire accompagner parce que on n'a pas forcément les ressources en interne, et comme vous l'avez dit, les ressources changent très vite. Ce qui était vrai il y a 1 an ou 2 ans est pas forcément vrai aujourd'hui. Et donc ça va très vite. Et en plus, la réglementation change ou est pas encore prête. Donc il faut avancer. Donc je dirais que ça, oui, ça c'est un point très important. Et après, mon message, on le donne souvent, c'est de commencer quelque part. C'est de se dire, enfin, ça peut faire peur. C'est tellement énorme aujourd'hui quand on parle du climat. On voit bien qu'on parle d'éco-anxiété. Hein, on voit que les jeunes sont très stressés aussi par rapport à ça. Et je pense qu'il faut montrer que c'est une notion de mouvement et qu'il faut qu'on commence quelque part. Et comme on l'a dit, rien n'est parfait. La grosse difficulté, quand moi je vois l'affichage environnemental, c'est quand je fais la comparaison avec le Nutri-Score, par exemple. Le Nutri-Score, c'est quoi? C'est 5 lettres, en fait, sur un produit. Ça suffit, hein, à orienter les achats des gens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation et les difficultés des ménages, c'est peut-être moins vrai, mais ça reste une certaine simplicité qui occulte sûrement énormément de choses. Et ce que je crois beaucoup, moi, c'est à cette vision, je dirais, très simplifiée, à ABCDE, voilà. Et surtout aux entreprises derrière d'expliquer, d'agir, bien sûr, mais d'expliquer que rien n'est parfait, de ne pas avoir peur de le dire. Et puis un truc que je pense très important, et à mon avis qui va se développer, c'est de donner des
des tolérances, on va dire, et de dire, moi je suis toujours étonné quand une entreprise dit, moi j'ai fait 70 kilotonnes de GHG cette année. Ah bon, pas 70,2. Enfin, voilà. Et donc je pense que on voit apparaître des méthodologies de calcul qui insèrent une certaine dose d'incertitude, par exemple sur les facteurs d'émission, et qui peut dire, quand je connais pas, par exemple, le transport qui a été utilisé de telle usine à telle usine, et que je prends une moyenne, je vais avoir un écart de tant de pourcents, et que ça pourrait se retrouver. Je pense qu'une entreprise qui commencerait à communiquer là-dessus et qui est dans une démarche d'action de transparence et de dire rien n'est parfait et voici des éléments de comparaison, je pense qu'elle a déjà fait un grand pas. C'est ça, parce que c'est pas le tout. Donc, on est parti chercher la donnée, on prend une méthode pour essayer d'en faire quelque chose. Après, il faut qu'elle soit claire, lisible et accessible. Oui, mais ça, il y a des gens oui. beaucoup plus malins que nous qui font ces méthodes. Et bon, dans le cas d'Ecobalise, il y a un simulateur qui existe sur Internet, qui est bien fait. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses. Et je pense aussi qu'il y a des bonnes, les outils sont là. L'ISO sur les ACV, c'est là. Et puis, oubliez pas la réglementation. Enfin, aujourd'hui, ce qui pousse très fort, en fait, c'est la réglementation. On a parlé de loi AGEC. Si aujourd'hui toutes les entreprises sont des nœuds au cerveau pour savoir d'où vient leur tissu, c'est avec la réglementation. Et donc finalement, il y a un double rôle là du législateur qui à la fois doit aider les entreprises en donnant les bons outils, les bonnes façons de faire, et puis d'être pas non plus trop strict, trop dur, parce que ça peut vite faire peur, comme vous l'avez dit, aux entreprises, pour tout arrêter. Quels sont les conseils, vous aussi, Antoine, par rapport à ce que vous avez pu entendre, et pour poursuivre ce que disait Christophe, que vous pouvez donner aux entreprises? Commencer avec quelques conseils, mais c'est quoi, s'adosser à des méthodes standardisées pour crédibiliser les engagements? Enfin voilà, si vous aviez 3-4 conseils comme ça pour donner, en tout cas, une fois qu'on a commencé, comment on peut faire pour mieux faire? Ça a été mentionné, il y a tout un écosystème d'acteurs qui sont prêts à accompagner les entreprises dans leur démarche. Aujourd'hui, pour mesurer ces émissions de gaz à effet de serre, vous avez de nombreuses plateformes logicielles, ce qu'on appelle les software as a service, qui existent pour pouvoir faciliter non seulement la mesure, mais aussi le pilotage dans le temps. Vous avez des Axio, des SAMI, des Sweep. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème, en particulier en France, qui est là pour accompagner les acteurs. Ensuite, sur la démarche de fixer des objectifs, une fois qu'on a mesuré ces émissions, rentrer vraiment dans une démarche de validation par les tiers. J'ai mentionné le Science Based Target, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur le plan international. Alors, ils sont très très occupés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui désirent se faire valider. Fixer des objectifs de court terme, de long terme, pour jalonner ses efforts dans le temps et bien comprendre où est-ce qu'on va avoir une trajectoire de long terme. Je rappelle un article régulièrement qui, il y a 2 ans, estimait qu'en moyenne, ça prend 4 mandats de PDG pour parvenir à la neutralité carbone d'entreprise. Et parfois, ça monte jusqu'à 15 mandats de PDG selon les boîtes. Donc, il faut avoir une structure, une stratégie qui soit suffisamment structurelle dans le temps pour pouvoir justement dépasser les aléas conjoncturels. Ensuite, il faut un plan de transition. Quand on a fixé des objectifs, il faut crédibiliser la manière dont on va les atteindre, ces objectifs. Comment? Par quel levier? Quels outils va-t-on utiliser? Sur quelles sont nos priorités? On parlait par exemple des fibres, de la production de fibres, revenir au champ, parler du transport bien évidemment, mais pas seulement. Tout ça, il faut le décrire et le mesurer face à des scénarios contrefactuels. C'est très important. Pour cela, aujourd'hui, il existe une méthodologie reconnue internationalement qui a été développée Cocorico par l'ADEME en France, ainsi que le CDP, qui est une plateforme de reporting environnemental. Cette méthodologie, elle s'appelle ACT, Assessing Low Carbon Transition. Spécifique au secteur, donc ce n'est pas une méthodologie qui peut s'appliquer à l'ensemble des secteurs, et on est en train, avec Paris Good Fashion et des acteurs de l'industrie, de développer une méthodologie spécifique pour le secteur textile, dans l'idée justement d'avoir aujourd'hui les référentiels qui permettent de comprendre qu'est-ce qu'une stratégie crédible de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre lorsqu'on est une boîte qui a cette structure de chaîne de valeur mondialisée avec ces enjeux spécifiques-là. Et donc ça permet aussi de se rapprocher derrière des objectifs qui sont fixés par la science. Je rappelle que le GIEC il recommanderait jamais vraiment quelque chose, mais disons, estime qu'il faut réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030 pour se mettre sur une trajectoire bas carbone, et de 85% pour atteindre la neutralité carbone
50. Aujourd'hui, les entreprises qu'on a pu mesurer dans le cadre de l'étude, elles sont à 60% sur leur scope 1 et 2, et sur le scope 3, on n'en sait rien. Donc ça veut dire qu'on est dans des démarches qui sont aujourd'hui bien engagées, mais qui demandent de la crédibilité, et pour cette crédibilité-là, pour acquérir cette crédibilité-là, il faut vraiment pas hésiter à aller vers tout un écosystème qui est là pour aider les entreprises à faciliter ces mesures. Au-delà de l'écosystème, Christophe, est-ce que vous avez embauché des data scientists, des ingénieurs, des profils différents pour aller chercher ces données et en faire quelque chose? Ça me rappelle une conversation qu'on a eue justement sur les nouveaux métiers de la mode. Oui. Non, on les a pas embauchés. En fait, on s'est surtout l'équipe Sustainability qui doit faire ça. En fait, c'est les équipes de production, de sourcing, d'achat qui connaissent en fait ce qui se passe sur le terrain, qui connaissent leurs fournisseurs, qui peuvent aller chercher la data, qui peuvent aussi influencer les différents choix qui peuvent être faits. Et on est aussi travaille beaucoup avec nos équipes de design, puisque si les produits Chloé ils sont pas jolis et désirables, ça servira pas à grand chose de faire tout ça. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps à définir ces critères. Il y a un vrai besoin de vulgarisation auprès des équipes pour que, en simplifiant, on puisse faire les bons choix. Voilà. Donc, non, on les a pas pris, mais on s'est rendu compte, par contre, qu'on est toujours sur les mêmes sujets, que la data et le travail autour de la data, le fait de la rendre dynamique, pour pas faire juste un bilan carbone en fin d'année, mais pour se rendre compte de comment ça évolue dans l'année. On a besoin de ces data scientists qu'on va aller chercher plutôt chez des prestataires externes, chez des spécialistes qui sont à la fois peut-être moins sur l'environnement, mais qui sont plus sur le traitement de la data à grande échelle et la factualisation et la vulgarisation pour l'expliquer à nos patrons et à nos designers. J'imagine que certains se posent la question aussi, mais une fois que vous m'avez dit ça, je me tourne plutôt vers vous, Alban. Mais et tous ces labels, ces certificats pour lesquels on a payé très cher ou qu'on est allé, sur lesquels on a pris du temps, qu'est-ce que ça va devenir avec l'affichage environnemental? Alors on parle des produits là pour le coup, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça du coup? Oui, en effet, les labels sont une grosse préoccupation. On a souvent des retours de la part des marques lorsqu'on échange avec elles. Alors, les labels aujourd'hui ne vont pas disparaître à cause de l'affichage environnemental. Le gros sujet des labels, c'est plutôt au niveau européen avec la directive, enfin le projet de directive Green Claims, qui vise à mieux encadrer et à limiter la prolifération des labels. Donc, s'il y a des conséquences directes au niveau des labels, j'inviterai plutôt les marques à regarder au niveau européen. Et pour l'affichage environnemental, en fait, nous on apporte une information qui est différente, parce qu'un label permet de communiquer l'atteinte d'un objectif, d'un seuil notamment, et c'est souvent sur un aspect spécifique du produit ou de la chaîne de valeur. Alors que l'affichage environnemental prend en compte du multi-impact, du multi-critère, et cherche à évaluer dans sa globalité le produit. Donc le label est une information additionnelle, et ensuite qui revient à la marque de continuer à l'utiliser ou pas avec l'affichage environnemental. Et qu'une petite nuance, c'est que l'affichage environnemental, les premiers mois, en tout cas en 2024, sera volontaire. Donc ce ne sera pas une obligation début 2024 pour les marques de calculer, de communiquer leur éco-score. Si elles le souhaitent, elles auront à disposition un outil, donc le fameux outil Ecobalise où il y a besoin de peu d'informations pour que ça soit accessible pour les marques, qui est un outil gratuit et open source. Donc les marques pourront, si elles le souhaitent, calculer leur éco-score et le communiquer. Et ensuite, le rôle d'Ecobalise, comme vous le disiez, c'est le rôle justement de consultant, d'acteur spécialisé. Ça va ressembler à quoi? Parce qu'on parlait du Nutri-Score tout à l'heure, on voit tout le monde va bien. Et puis je vais juste vous poser la question après, Christophe, sur ces certificats et labels, mais ça va ressembler à quoi? On sait déjà? Alors c'est en cours de travail, il n'y a pas encore d'orientation figée sur le format d'affichage et l'unité qui sera retenue. En effet, la plupart des acteurs, je pense, dans cette salle s'attendent à du ABCDE, qui pourra arriver, mais ce n'est pas sûr. Il y a aussi, par exemple, des notions de prix environnemental qui sont envisagées, qui serait une information qui serait un peu plus neutre. Donc on ne serait pas là à dire vert c'est bien, rouge c'est pas bien. On aurait juste une information quantitative, quantifiée, qui permettrait de faire pas mal de choses. Donc voilà, le format n'est pas encore finalisé. Mais c'est intéressant parce qu'on est un petit peu à la veille de 2024. Donc c'est là aussi intéressant, toute l'humilité nécessaire. Oui, Christophe, effectivement. Non, je voulais donner un
un exemple en fait Oui. par rapport à ces labels. Nous quand on parle de la marque Chloé, on va pas associer des labels en fait à la marque Chloé. On a très peur de l'effet un peu Formule 1 où vous allez avoir la marque puis toutes les autres marques qui sont dessus avec des stickers. Non, l'idée plutôt c'est de se servir de ces labels pour faire le bon choix des matières, le bon choix des fournisseurs et de pouvoir qualifier des démarches. Voilà. Mais après, ce qu'on voit par rapport à la perception qu'en ont les consommateurs, nous on voit beaucoup de recherches sur notre site par rapport au CLEM, on voit beaucoup de gens qui viennent se renseigner sur le site internet. Par contre, quand ils rentrent dans la boutique, ils vont moins aller demander tel produit, tel produit, tel produit. Donc on pense que c'est encore cette notion où le consommateur va aller se renseigner d'abord, il sait qu'une marque parce qu'il a eu confiance ou parce qu'il a le bon narratif et les preuves d'aller à la boutique, et après par contre quand il a une confiance, il va aller pas forcément regarder tous les scores. Ce qui est la grande différence avec le Nutri-Score qui permet de comparer toutes les marques entre elles et qui a été défini pour ça. Voilà, donc nous je pense pas qu'on aille à afficher par exemple du label quel qu'il soit. Par contre on suivra la réglementation pour bien sûr donner le maximum d'informations pour le client. Il y a déjà des applis, comme il y avait Yuka comme il y a Yuka pour l'alimentaire, qui propose effectivement des affichages, des scores. Quel est votre point de vue les uns et les autres sur ces applis? Allez. Oui, peut-être un éclaircissement là-dessus. Les applications consommateurs ont beaucoup d'intérêt pour le consommateur, mais aussi pour les marques d'ailleurs, qui n'hésitent pas à se benchmarker et à utiliser ces applis dans leur stratégie produit. Dans le dispositif, il y a un vrai focus, il y a un vrai point d'attention sur ce sujet. Est-ce que l'affichage environnemental viendra remplacer entre guillemets ces scores tout simplement, ou est-ce que l'affichage environnemental vient s'adosser ou vient apporter une information donc, qui va être volontaire puis obligatoire, et est-ce qu'on laisse de la place au score privé? Donc ça c'est pareil, il y a beaucoup de discussions en ce moment avec les applications consommateurs, avec l'administration et puis avec le marché. Mais c'est une orientation qui va être prise et c'est un gros point d'attention. C'est ça, Christophe. Nous on les regarde de très près. Ça influe aussi notre stratégie aussi de communication, parce que beaucoup de ces applis se basent surtout sur ce qu'on va dire sur son site internet. Donc voilà, moi je pose la question de la transparence en fait de ce qu'il y a derrière. Nous on a choisi de suivre de très près certains acteurs parce qu'on les trouvait plus transparents et plus sérieux, voilà. Mais je dirais que je suis vraiment de cet avis. Moi je suis assez pro réglementation, je suis assez pro action et besoin de support en fait que les gouvernements peuvent faire pour les marques. Donc moi je suis assez d'avis de partir plutôt sur pareil, et comme ça le consommateur va se dire c'est pas une entreprise privée qui pourrait peut-être avoir un intérêt quel qu'il soit. J'ai un peu aussi l'impression qu'on est revenu. Vous parliez de Lucas, vous avez parlé au passé d'ailleurs. Oui. Nous on regarde aussi ça de près pour les cosmétiques, puisque avec Chloé on a une licence de parfum. Donc on peut influencer nos choix, mais je pense que l'avenir il est plutôt dans la réglementation et dans l'explication pour que le client sache que quelle que soit la marque, il a un score. Voilà. Peut-être qu'il ne sera pas parfait, mais au moins il a une bonne info. On revient à cette idée de standardisation et de comparer ce qui est comparable. Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose sur... Oui, ce sont des applications qui outillent le consommateur et qui servent d'interface entre quelques consommateurs, qui reposent quand même sur l'idée que le consommateur, à travers ses choix individuels, va quelque part faire un peu bouger le aligné sur des comportements plus vertueux. Je crois aussi que la réglementation est quand même en termes d'harmonisation et en termes simplement d'imposition des meilleurs standards à l'ensemble des acteurs. Il ne faut pas oublier aussi que la démarche d'une entreprise qui se lance dans le questionnement, que ce soit de manière volontaire ou pour se conformer à la réglementation de son empreinte carbone ou de son empreinte environnementale, elle doit se faire au regard des enjeux globaux. C'est-à-dire que l'entreprise doit se positionner, se penser comme une organisation au sein de la société. Lorsqu'on a des objectifs mondiaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est pas uniquement pour pouvoir s'afficher neutre en carbone à la fin dans les rayons des magasins. C'est aussi pour se penser et s'affirmer comme une organisation qui contribue positivement à un enjeu qui nous touche tous et toutes, peu importe le secteur dans lequel on est, peu importe qui l'on est et quel consommateur on est. L'enjeu, c'est bien celui-là, c'est celui de répondre à des objectifs planétaires. Et donc, en tant qu'organisation, tout ça peut paraître un petit peu
Mais il faut vraiment se lancer dans cette démarche-là, une démarche contributive à un effort collectif et pas seulement d'afficher des arguments de vente supplémentaires pour se démarquer des concurrents. Parce que le sujet de la table ronde, c'était la donnée pour preuve face au greenwashing. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on communique plus, on attend de voir l'affichage environnemental, on attend d'être sûr de toutes ces données, on attend... Qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Alors, en tout cas, il y a des entreprises qui ont décidé de plus communiquer, ça s'appelle le greenwashing. C'est un nouveau concept, puisque soit elles ont peur, soit elles se disent qu'elles ne sont pas assez avancées, soit elles se comparent peut-être avec d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. On a vraiment vu des retours en arrière. Bon, moi, je ne vais pas reparler de ce sujet d'humilité, mais je pense aussi qu'il y a ce lien avec le consommateur. Il faut mieux lui expliquer, il faut mieux éduquer, et puis il faut mieux expliquer les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place. J'aime beaucoup cette conversation. Je rappelle qu'il y a l'affichage social qui arrive derrière, qui va qualifier aussi la façon dont on fabrique avec les personnes. Je pense que ça va être aussi notre paire de manches, mais je pense que quand on en sera là, on donnera vraiment pour le coup toutes les clés aux clients pour mieux choisir. Voilà. On n'est qu'au début de cette histoire, Alban. Oui, et pour les marques, l'affichage, en tout cas de la manière dont il est développé en France, on le considère, mais même beaucoup de marques le considèrent de plus en plus, que ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on échange avec certaines marques et industriels français, considèrent l'affichage comme une ressource justement, et un bel outil pour communiquer, parce que ça vient les rassurer avec cette notion de niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire Ecobalise en niveau 1, vous avez un éco-score, et vous pouvez un peu le comprendre, parce que tout est sont explicités. Et ensuite, vous voulez aller plus dans le détail et alléguer certains enjeux ou préciser votre score. Là, vous pouvez le faire, mais en tout cas, vous avez une base de travail qui est commune avec l'ensemble de l'industrie. Et justement, c'est une belle ressource en tant que marque pour communiquer. Et on nous pose aussi souvent comment vous vous positionnez. Alors du coup, par rapport au niveau européen, comme je le disais au début, donc on participe au groupe de travail européen et on cherche à faire la même chose à long terme. Bon, il se trouve que le référentiel européen ne sera pas terminé avant fin 2025, voire 2026, et qu'il y a des compléments qui vont être apportés. C'est notamment le Parlement européen et même la DG Environnement au niveau européen qui ont pointé du doigt certaines limites qui doivent être prises en compte dans le référentiel PEF, en l'occurrence le PEFR Apparel and Footwear. Donc on va dans la même direction. La France a un agenda plus serré, donc va être le premier pays à mettre en place l'affichage environnemental. Et en tant que marque, alors ça c'est un avis personnel, mais en tant que marque, moi j'utiliserai l'affichage comme une ressource et un outil pour ensuite déployer ça dans d'autres pays et pour justement se différencier par rapport à la concurrence, puisque c'est souvent l'enjeu numéro 1 des marques. Merci. On va justement, pour terminer, refaire un petit tour de table très rapide. Si on résumait, c'est compliqué, en une phrase, parce que peut-être que certains d'entre vous sont un peu perdus ou un peu désespérés, là, en se disant « Waouh, la marche est haute ». Antoine, peut-être un dernier petit conseil, mais vraiment le petit truc... Il faut pas désespérer, on est tous ensemble, on va y aller, il y a des choses en open source, il y a des gens qui travaillent dessus, et donc tous ensemble, on va y arriver. Et ces données-là qui paraissent très complexes, qui sont nécessaires, ensemble, on va pouvoir réussir à les donner pour avancer dans le bon sens. Oui, je dirais peut-être pour conclure que aujourd'hui on a dépassé l'ère du climato-scepticisme et on a plutôt l'impression que le principal enjeu aujourd'hui, c'est de lutter contre le climato-fatalisme. C'est-à-dire, bon, à quoi bon finalement? C'est tellement énorme, ça nous dépasse tellement. Pourquoi est-ce que je me donnerais toute cette peine pour ça? Et je crois que c'est le principal écueil en fait, contre lequel on doit lutter aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a tout un tas d'opportunités en tant qu'entreprise de se repenser en tant qu'organisation parmi la société, également de faire valoir son savoir-faire, de faire valoir ses qualités intrinsèques à travers justement une maîtrise plus fine de la donnée, une meilleure compréhension de sa chaîne de valeur. C'est vrai qu'il faut insister là-dessus. L'affichage environnemental, c'est pas seulement une communication pour le consommateur, c'est aussi une manière de se comprendre, de comprendre d'où on vient et quelles sont ses ressources. Et je crois qu'on y gagnera tous. Et c'est une manière, encore une fois, donc de penser l'entreprise encastrée dans sa société. Christophe, je vous pose la question un petit peu autrement. Pour vous, quelle est la next step pour vous? C'est une bonne question, mais il faudra peut-être demander à Aude cet après-midi. Mais non,
je veux rajouter en fait un point important de mission derrière et de purpose de l'entreprise en fait. Je pense que quand on commence à toucher ces sujets, on vient de parler un petit peu de philosophie, faut pas avoir peur d'avoir des discussions un peu compliquées avec ses collègues, avec ses patrons, avec ses clients. C'est pas évident et que après tous les conseils qu'on a donnés de commencer, c'est aussi continuer à se renseigner et surtout continuer d'en parler et de voir comment ça s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. Je dis ça, c'est parce que nous, on voit que, je dirais que le sujet, le grand changement pour nous, ça a été la mission en fait de Chloé, et le fait de s'intégrer dans une mission à plus long qui est à la fois environnementale et sociale. Et à chaque fois qu'on va douter, en fait, on va se revenir à ça. À chaque fois qu'on va douter, on va se dire mais pourquoi on fait tout ça? Et ça nous permet de vraiment dépasser une conversation de encore la réglementation, ouais, ok super, mais mais on fait tout ça pourquoi? Et je pense que c'est dans ce pourquoi où il y aura des entreprises qui vont s'épanouir encore plus, qui vont aller plus loin et qui n'auront pas justement de fin. Et puis dans celles qui n'arrivent pas encore à trouver cette raison d'être, ce fond, il faut refaire l'exercice, il faut se reposer. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas justement se projeter, on ne peut pas aller dans cette amélioration continue. Il y a ça, et puis du très concret, c'est les outils, parce que vous m'en parliez, pas forcément dans le textile, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans le bilan en direct, presque, qui calculent ça en direct, leur impact. Aujourd'hui, c'est déjà possible, et c'est peut-être aussi ce qui va permettre... c'est déjà possible. On a beaucoup d'outils d'éco-design aujourd'hui dans le textile, dans ce que vous avez présenté, mais il y en a beaucoup d'autres et je ne vais pas faire de pub. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui pour les entreprises pour créer ces produits, pour faire un choix, pour se dire si tout mon coton il devenait organique, qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon bilan carbone. En fait, tout ça, ça existe. Je vais aussi donner une note d'espoir importante. C'est qu'en fait, tout ça, ça existe. Il y a plein. C'est très sérieux. Ça y est, on est passé. C'est fini le bricolage, je dirais. Et puis vous avez, j'ai voulu du très sérieux. Je veux dire, les gens comme Carbon 4, comme Jean Covici, voilà, c'est des gens qui pèsent, qui ont des méthodologies derrière déployées. On a d'avoir beaucoup de gens qui travaillent sur les sujets. On est, à mon avis, en avance là-dessus, donc il faut l'utiliser. Et puis, je pense aussi que les pouvoirs publics sont toujours les premiers à être étonnés à ce qu'on le fasse, à ce qu'on l'encourage. Et je pense qu'il y a aussi une dynamique de groupe là-dedans. Il faut le faire avec plusieurs entreprises. Nous, on a la chance de participer dans plusieurs groupes, dont Paris Good Fashion, par exemple, mais pas seulement. Et le fait aussi d'être prêt à se confronter à d'autres, à expliquer ces méthodologies, ça permet en fait aux entreprises d'aller un peu plus loin. Donc le message d'espoir, c'est que c'est la marche est haute, mais il y a quand même beaucoup d'outils pour y aller. On a les piolets quand même pour y aller. C'est ça, c'est là où je voulais revenir. C'est important quand même de terminer sur de l'espoir, Alban. Oui, maintenant, mais pour compléter ce qu'il vient de dire, deux éléments. Le premier, en effet, pour une marque, moi je recommanderais déjà de faire le travail sur un produit emblématique de son catalogue, et de se poser les questions, mais quelles données ai-je à disposition dans mes outils aujourd'hui, et ensuite comprendre sa chaîne de valeur, donc et avec ses équipes achats, avec ses sous-traitants, etc. Donc faire vraiment le travail à fond de compréhension et pourquoi pas ensuite d'affichage environnemental, c'est-à-dire de juste tester son scoring sur Ecobalise et puis essayer de comprendre en fait d'où viennent les impacts. Et en équipe, ça c'est très important, premièrement. Et le deuxième élément, en effet, la collaboration avec ses pairs. Alors ça peut être avec ses concurrents, on le voit, mais ça peut être aussi avec ses fournisseurs. Mais c'est en fait au sein d'une fédération, par exemple, mais en fait se structurer et se dire, en fait, on a tout à y gagner, puisqu'on a un petit marché en France, et puis il y a aussi l'export. Ensemble, créons des groupes de travail et puis partageons sur nos problématiques, sur les outils que nous utilisons, etc. Et ça, on le voit beaucoup sur le textile de plus en plus. Notamment avec les travaux là, sur l'affichage environnemental. Merci beaucoup, vous me tendez la perche pour annoncer les prochaines tables rondes de cet après-midi qui seront sur les nouveaux business models que cela implique aussi, de se pencher sur tout ceci, et puis le nécessaire dialogue et la co-construction, collaboration sur toute la chaîne de valeur entre pairs / concurrents et avec les fournisseurs, bien entendu. On se retrouvera cet après-midi. Merci infiniment, messieurs. On peut les applaudir, mais il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, vous avez la chance d'avoir devant vous, vous l'avez vu, des experts. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, ils vous répondront avec plaisir. Oui ? Ah, on vous amène un micro. Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'aurais une question plus pour Christophe qui a commencé à parler de l'affichage social.
Et j'aurais aimé en savoir un peu plus là-dessus, si on a déjà des infos, où ça en est, quand ça arriverait. Alors, je ne suis pas un expert, mais ce qu'on sait, c'est que il y a des gens plus experts que moi dans la salle qui pourront répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait qu'il y a un projet important de mieux mesurer l'impact social positif de nos activités. Donc, c'est important de se placer pas au niveau réglementaire, social, compliance social, voilà, mais de se dire quelles sont les actions qu'on peut avoir sur le terrain et qui vont permettre en fait d'élever et d'avoir une action positive pour les communautés avec lesquelles on travaille. Alors, chez Chloé, on a créé un outil qui s'appelle le SPNL, en fait, qui permet de faire cette mesure, qu'on a partagé d'ailleurs en ligne, mais aussi avec nos pairs dans l'industrie, pour essayer de mesurer voilà, cet impact. Par rapport à la réglementation, ce qu'on sait, c'est que derrière en fait l'affichage environnemental, il y a une note qui va arriver d'affichage social qui va permettre de caractériser aussi les bonnes pratiques pour éviter washing social, hein, on en parle du social washing, et c'est la même logique parce que c'est nouveau. Il y a très peu d'outils qui existent, c'est très complexe. Dès qu'on touche au social, RH, pratique dans des pays, il y a une notion aussi de réglementaire dans les pays dans lesquels on fabrique, donc c'est très complexe. Mais on pense que ça va arriver. Et pour finir sur le sujet, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais donc, dans le cas de notre vertical, on a des passeports digitaux sur nos produits. Et on a des directives européennes sur les passeports digitaux qui vont arriver, donc pour en fait inclure dans le produit l'ensemble des informations dont on a parlé, et pour favoriser le recyclage, la revente, et ainsi de suite, et aussi pour éviter la copie des produits. Et on sait que à l'intérieur de ce passeport digital, on pourra rajouter aussi ces informations sociales. Donc il y a à la fois le véhicule de l'info que la Communauté européenne va pousser via le passeport digital, et il y a des expérimentations qui sont faites pour mesurer cet impact positif sur les communautés. Bonjour, Renal Lanquet de Lacoste. J'ai deux questions pour Monsieur Descobalis, dont j'ai oublié le prénom, désolé. Alban. La première question, c'est relatif à ce sujet d'affichage environnemental qui nous tient à cœur. On est très moteur par rapport à ça et on est content, ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que la réglementation, il n'y a rien de tel pour convaincre ses patrons. En général, ils ne discutent pas. Et ils sortent le chéquier, donc ça c'est super. Mais j'ai quand même un sujet, c'est est-ce que vous n'avez pas peur de défavoriser avec l'affichage spécifique français, avec une méthodologie spécifique française, même si elle s'inspire du PEF qui n'est pas aligné sur le PEF, n'avez-vous pas peur de défavoriser les industriels français et les marques françaises qui devront gérer une méthodologie française d'un côté et une méthodologie européenne, le PEF, parce que les autres pays ne reconnaîtront pas de facto la méthodologie française puisqu'elle n'est pas alignée avec le PEF. Alors je vous la pose à vous parce que vous êtes en lien avec l'ADEME et vous contribuez fortement à ce sujet de l'environnemental français. Donc deux méthodologies pour la France. Et la deuxième question, elle est plus sur les ACV, les méthodes d'ACV. Donc aujourd'hui, nous, comme beaucoup de marques, il y a quelques années, on était partis sur les labels en se disant on veut s'améliorer, donc on a mis du bio, on a mis du polyester recyclé. Aujourd'hui, Lacoste, c'est du coton. On a 40% de nos assortiments en quantité qui sont avec du coton bio, avec les coûts, etc., que ça implique. Et en parallèle, on a fait cet exercice de remonter la traçabilité jusqu'au champ de coton. Et là, grosse claque, il y a 2 ans à peu près, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'on a un claim coton bio que l'impact est réduit. Il y a du beau coton bio et il y a du mauvais coton bio, sur une zone donnée où effectivement le mieux et le bio est mieux que le conventionnel, mais si on le compare monde, c'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, changement de stratégie complète. Le bio, bon là on le garde, on va dire, mais on est en train d'avoir une approche parce qu'on a les datas et c'est fondamental. Par impact, donc récupérer les datas de la supply chain. Et c'est pas que le coton, mais je prends l'exemple du coton parce que ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, faire des outils qui ne se basent que sur quelque part,
c'est comme ça que vous l'avez expliqué, les entreprises n'ont pas de data, donc qu'est-ce qu'elles font? Si elles ont un label bio, elles mettent le coton bio, comme ça elles vont avoir une meilleure note, donc sur de l'éco-conception et pas du tout sur la data réalité. Si je fais un coton bio, même s'il est bon, mais si derrière j'ai une teinture pas bonne, je perds tout le bénéfice de mon coton bio. Donc voilà, donc du coup, est-ce que c'est pas un peu, je vais être un peu provocateur, mais un peu de greenwashing que de partir sur un outil qui me permet de faire un calcul uniquement basé sur une intention, donc je mets du coton bio, donc je vais avoir une bonne note, et non pas sur un calcul qui soit basé sur des datas spécifiques, sur des datas de ma supply chain. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait l'exercice, et ils devront le faire parce qu'il n'y a pas le choix, eh ben tant pis, en attendant de ne pas avoir les datas, j'ai une mauvaise note et je l'assume. En l'expliquant, enfin voilà, et après il y a d'autres sujets derrière ça. Merci. Alors, première question. Ouais, merci Est-ce que France, Europe, international? Ouais. Non, merci pour les deux questions qui sont en effet deux sujets importants. Bon, sur la première, je ne partage pas le constat. On fait partie du secret tactique du PF. On nous demande même de... Oui, vous aussi, je sais. On nous demande de présenter les correctifs que la France apporte, puisque le PFCR doit pour être mis en place, puisqu'aujourd'hui, ça reste un projet. Donc aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de référentiel européen après Land Footwear. Il n'est pas validé. Il n'est pas validé. C'est en cours. Il existe, mais c'est un outil de travail, un projet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de référentiel. Et les compléments qu'on apporte sont même plébiscités au niveau européen. Donc non, ce que nous faisons en France, et nous avons l'intime conviction, et c'est partagé au niveau européen, que ce que nous faisons en France va aider le PEF à s'enrichir pour ensuite pouvoir être mis en place au niveau français, puisque récemment, il y a eu deux communications au niveau européen, de la DG Environnement et dans le projet de directive Green Claims qui précise quelques limites, en l'occurrence du PSR à Apparel Footwear, sur lesquelles nous travaillons. Donc ça, c'est pour le premier sujet. On travaille en bonne collaboration et il y aura un seul référentiel européen, c'est ce que nous souhaitons aussi. Ensuite, sur la deuxième partie, alors en effet, qui est un enjeu très important, notamment pour des groupes comme vous qui sont très engagés et qui allaient très loin dans les évaluations, c'est ce fameux niveau 1, 2, 3 que je rappelais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en niveau 1, en volume, c'est pour plus de 90% des marques françaises qui ne maîtrisent pas l'analyse de cycle de vie. Dans tous les cas, si on veut mettre en place un affichage ambiental, il faut qu'il soit accessible. C'est ce qui explique que depuis 10 ans, il y a des travaux au niveau de l'ADEME qui n'ont jamais rien donné d'un point de vue réglementaire, puisque ça n'a jamais été accessible, il n'y a pas eu d'outils, etc. Donc si on veut un affichage environnemental, il faut qu'il soit accessible. S'il doit être accessible, il faut que les petites entreprises puissent l'utiliser. Si les petites entreprises veulent l'utiliser, elles doivent pouvoir communiquer les informations dont elles ont à disposition. Sinon, il n'y aura pas d'affichage environnemental. Donc ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 2 et 3, c'est tout à fait prévu pour des entreprises qui vous puissiez venir préciser et venir avoir des calculs qui soient justement plus justes et pourquoi pas un meilleur éco-score si tel est le cas. Et un deuxième élément de réponse pour ce deuxième sujet, on parlait de coton bio versus coton conventionnel. Là, pareil, c'est pas du tout tranché. Est-ce que l'affichage environnemental va prendre en compte des labels dans le cadre de la méthodologie? C'est une question que nous nous posons et nous travaillons dessus. Mais en fait, nous faisons face à une principale limite, c'est que la grande majorité des labels ne nous permettent pas justement de prouver de manière quantitative certains seuils ou enfin, certains éléments qui sont intéressants, en l'occurrence sur la production agricole pour le coton. Donc là, je vous rejoins sur cette limite. C'est si on prend en compte les labels, est-ce que justement on ne peut pas faire du greenwashing? C'est pour ça qu'aujourd'hui la question n'est pas tranchée, que nous ne sommes pas du tout sûrs de prendre en compte certains labels. Vous voulez rajouter quelque chose, Christophe? Non, mais moi je partage complètement l'avis de Reynald. Je pense qu'il a bien résumé deux écueils, deux risques qu'on a actuellement. Moi, en fait, il y a quelque chose qu'on a appris dernièrement avec tous ces outils, c'était que votre supply chain et vos fournisseurs, plus finalement vous avez un bon impact parce que vous évitez de moyenner par le plus bas. Alors c'est une façon un petit peu artificielle, mais finalement c'est aussi un bon incentive, je pense, pour les entreprises pour mieux connaître leurs fournisseurs et de mieux connaître comment ça se passe. Donc je pense que ça c'est un point important. Dans le cas de Vertical, on a fait une ACV sur nos produits. Le fait qu'on ait une traçabilité jusqu'au champ nous a permis de bien mesurer et d'avoir un bon impact. Oui, je partage les mêmes écueils. Je pense qu'il y a aussi une notion politique derrière, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, qui est très importante. Il y a on est représenté par des fédérations, il y a des grands groupes qui sont là. Mais pour sortir par le haut, je dirais de ça, je reviens sur la collaboration. Je prends le cas de Lacoste. Nous, Chloé, on n'a pas cette connaissance sur l'agriculture du coton bio et organique. Par contre, il est évident qu'on fera confiance en fait à ce type de travail et on pourra aller dans le bon sens tous ensemble. Et je pense
pense que nous, on a d'autres choses à apporter. On a parlé, par exemple, d'affichage social, et je pense que cette collaboration, elle est très importante. Voilà. Mais oui, c'est bien résumé sur les sujets qu'on a en cours actuellement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a deux... Oh là là, plein de questions. Alors, on va essayer de... Allez, on prend ces trois questions, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, ça marche. Ok, très bien. Victoire, je travaille dans le denim Bangladesh, fournisseur Crossline. Je voulais juste compléter ce que vous disiez justement. Il existe aujourd'hui le score EIM sur tout ce qui est délavage qui est mis en place par Gynologia et qui cite une petite partie sur l'impact humain, donc qui peut venir compléter. Et sur l'éco-balise, j'avais une question. Il me semble que le coton bio n'est pas pris en compte aujourd'hui dans l'éco-balise et donc on ne peut pas comparer la différence d'impact entre conventionnel, bio et recyclé. Et ça rejoint aussi qu'il y a énormément de recherches avec des chiffres très différents et c'est toujours conventionnel bio ou conventionnel recyclé. Est-ce qu'un jour, l'éco-balise pourrait mettre en place le même référentiel qui va couvrir conventionnel, bio et recyclé ? Oui, bah en effet, c'est pas encore dans l'outil du fait de la complexité là, que nous sommes en train d'évoquer. En fait, de manière très concrète, les solutions que nous avons à disposition, c'est ou bien en effet de mettre coton bio, coton conventionnel avec des valeurs par défaut, mais ça peut être grossier, ou bien c'est de rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est le rôle d'éco-balise, c'est une autre question, de rentrer dans le détail sur le type de pratique, donc justement de pouvoir sélectionner des types de pratiques agricoles au niveau du choix des matières pour venir préciser son impact. Mais en fait, faire ça, c'est un gros boulot, on pourrait le faire, mais faire ça, est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller à ce niveau de détail dans le cadre de l'affichage environnemental, sachant que pas mal de bureaux d'études bossent dessus et maîtrisent plus ou moins ces sujets. C'est un vrai enjeu. Et puis on l'a beaucoup vu aussi l'année dernière, il y a eu 11 expérimentations qui ont été mises en place, donc 11 méthodologies qui ont été proposées par des acteurs de la filière, donc en amont de la mise en place de l'affichage environnemental pour éclairer le politique et les équipes. Et ce sujet de matière, de coton bio, en effet, c'est très complexe. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais d'ici 2024, on essaiera. Mais encore une fois, c'est un des nombreux sujets qui n'est pas encore tranché. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais rebondir un peu sur la question de la personne de chez Lacoste. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la pollution qui est engendrée au moment de la teinture. Avant, je travaillais dans une entreprise où justement, du coup, on était parti dans une démarche de travailler sur la teinture du fil dans la masse pour polluer le moins possible. Sauf que du coup, ça a allongé le time to market. Enfin, c'était un peu compliqué de pouvoir suivre les tendances à mesure où il fallait fabriquer le fil finalement avant et la découverte des couleurs tendances de la saison N+2, et ce qui fait que voilà, je voulais savoir, nous, dans l'industrie, comment on peut faire, comment on peut s'organiser pour que on réfléchisse aussi sur les couleurs tendances qui soient les moins polluantes possibles, comment aussi on peut les définir ensemble au bon timing. Je sais que plus on les définit tôt, moins ces tendances puisque voilà, faut voir comment on peut le faire, mais c'est un vrai enjeu côté production et industrialisation. Et j'avoue que je ne sais pas par quel bout commencer et comment on peut réduire tout ça. Qui veut sur le sujet, je me permets juste de dire que là on était plutôt sur la question des données, que j'imagine que tout ceci implique un nouveau modèle, et c'est aussi ce dont nous discuterons cet après-midi, parce qu'en allant chercher les données, on s'aperçoit aussi qu'on peut peut-être plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Mais Christophe, je vous laisse compléter. Ce problème-là, c'est un problème de notre industrie actuellement, sur l'allongement des délais matières premières. Et nous, on l'a vraiment vu sur la qualification de toutes nos matières lower impact, où les délais se sont rajoutés. Quand vous voulez chercher du recyclé, de l'organique ou des matières vraiment spécifiques, on a des délais qui sont allongés. On a eu un effet en fait qui peut être, alors qu'on maîtrise, mais qui peut être redoutable, qui est d'acheter tellement tôt, vous prenez plus de risques, donc vous pouvez créer du leftover. Donc en fait, ce phénomène, il est vraiment important, je pense, dans notre industrie. Et je dirais que moi, la façon dont on le traite aujourd'hui, c'est de revenir à nos métiers de base d'ingénieur textile. C'est-à-dire de se dire avec un fil que j'ai bien créé ou une source que j'ai bien créée, je vais pouvoir
des fils que j'ai prévus, je vais faire plusieurs armures ou plusieurs tricotages. Je vais pouvoir recréer en fait ces nouveautés dont on a besoin dans nos métiers de mode, mais avec des sources qui sont déjà calibrées, que j'ai pu acheter en avance à un prix qui est peut-être plus régulier, et ainsi de suite. La difficulté qu'on a, c'est que nos métiers d'ingénieur textile, ils sont rares aujourd'hui. On en a, moi je vois chez nous, on n'en a pas beaucoup. On a donc voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus d'expertise et de se dire comment en fait je vais pouvoir créer à la fois de la nouveauté de collection et tout ça avec des matières qui se raréfient ou qui ont des délais plus longs. J'ai encore pas parlé de prix maintenant, hein. Mais voilà, donc je pense que oui, c'est à mon avis un problème global et le fait de mieux connaître sa chaîne de valeur, de mieux connaître ses fournisseurs et peut-être de travailler plus en confiance va nous permettre aussi de prendre des parts plus en avance et de risque. Je prends souvent le cas du cachemire par exemple. Cachemire, c'est une matière rare qui est chère, qui est d'une qualité exceptionnelle, mais il est moins cher de prendre un risque sur une tonne de cachemire et jarret en Mongolie qu'un fil déjà teint et déjà fini. Donc je pense qu'il y a une logique aussi industrielle dans laquelle on doit revenir. Ça pose aussi la question d'outils industriels, ça pose la question aussi de la prévision des ventes. Et là encore, on a ouvert un petit peu la porte. Mais pour moi, c'est un sujet de développement et d'expertise fil au service du design. Voilà. Merci. Alban. Ouais, juste un petit complément. Je partage tout à fait votre préoccupation sur pouvoir faire des choix d'éco-conception, comparer des scénarios de teinture, enfin d'ennoblissement, etc. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on part de très très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas si c'était un sujet tabou parce que personne ne voulait l'aborder, mais nous on le dit et puis c'est entendu, c'est qu'aujourd'hui, dans les référentiels, encore une fois, l'impact des substances chimiques, notamment d'ennoblissement, ne sont pas intégrés dans n'importe quel référentiel. Ou sauf peut-être dans une ou deux analyses de cycle de vie très spécifiques dans des centres de recherche qui ont été faits ces derniers mois ou ces dernières années. Et ça, aujourd'hui, on l'affirme. C'est déjà une belle avancée pour le secteur, déjà, de dire, pour information, les 95% des volumes de substances chimiques utilisées dans vos bas de teinture, etc., ne sont pas reflétés dans les analyses de cycle de vie, pour deux principales raisons. Un, problématique d'inventaire de flux, et les enjeux de confidentialité de données de la part des industriels qui ne font pas remonter ces infos. Et deuxième enjeu, c'est un enjeu de caractérisation des substances. Il y a de l'innovation et les substances chimiques, les numéros CAS, réussir à évaluer leur impact dans l'air, dans l'eau et le sol, c'est très difficile. Donc typiquement sur l'ennoblissement, concrètement, il n'y a rien dans l'industrie. Et là, typiquement, c'est un second exemple de complément sur lequel nous travaillons. Quand je dis nous, ce n'est pas nous les petites équipes françaises, parce qu'on ne maîtrise pas ces enjeux. On va chercher l'information là où elle est et on essaye de faire travailler des chercheurs, des experts, des industriels sur ces sujets pour proposer en open source et dans le référentiel des scénarios par défaut pour enclencher aussi une dynamique intéressante. Et d'ailleurs, on le voit, il y a pas mal d'industriels qui sont très contents de commencer à collaborer sur ces sujets parce qu'ils ont tout à y gagner. Merci beaucoup. Il y avait une dernière question, là, je crois, devant. S'il te plaît, Stéphanie. Merci. Je suis Claire Morea d'Almeida. Je suis consultante RSE dans un cabinet de conseil, Extend Business Consulting. Ma question est davantage pour Christophe, je pense. On travaille beaucoup avec les marques pour les aider notamment dans la mise en place de logiciels tels que PLM, ERP ou plus récemment du coup des logiciels RSE. Structuration de la donnée en interne. Et ça, c'est déjà énorme. J'ai bien entendu, et c'est vrai que c'est bien de le souligner, qu'il y a plein de logiciels avec des méthodes de calcul. Il faut rassurer les marques là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on est confronté entre les deux, c'est-à-dire en termes de fiabilité de la donnée. On est sur du déclaratif. Et voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur comment on fait pour justement améliorer cette fiabilité de cette donnée qu'on récupère, qu'on n'a pas forcément le temps de vérifier. Et voilà, je voulais votre avis là-dessus. Ça, c'est un vaste sujet. Je crois qu'on est tous un peu dans le même travail. Nous, aujourd'hui, on est moins dans la structuration de la donnée que plutôt de dire qui doit rentrer la donnée et qui doit la vérifier. D'où les notions de training, d'accompagnement des équipes. Je dirais que les systèmes comme ça aujourd'hui doivent être juste bien alimentés et on doit bien expliquer aux gens comment bien les alimenter et je pense qu'il faut qu'on ait des tiers extérieurs qui vont les vérifier, alors pas en fonction d'analyse de risque qu'on va faire, d'aller vérifier que certains fournisseurs, que certaines filières, mais il faut toujours qu'on ait ce système-là à côté. Je pense qu'il y a aussi une autre notion derrière, là vous avez parlé de PLM ou de système de calcul ou de calculette pour faire le PEF par exemple. Mais après, il y a la notion dynamique, c'est-à-dire comment vous liez ça à vos commandes, à vos PO, et comment vous liez ça à vos taux ERP.
Donc là, on touche en fait un autre point qui est très important pour moi, qui est comment ces datas vont être dynamiques et comment elles vont pouvoir permettre à l'entreprise de piloter sa performance en temps réel. Donc c'est des sujets qui sont clés. Tout le monde est à mon avis en train de travailler dessus. Mais il y a quand même des choses qui existent. Hein. Je pense qu'il faut... Bon, on a parlé des marques qui font des logiciels, qui font ou même les PLM qui sont en train de se transformer et qui collaborent aussi entre eux pour que ce soit plus facile. Et puis après, il y a aussi des filières qui se structurent avec, par exemple, de la blockchain pour digitaliser l'ensemble des certificats et pour que vous n'ayez plus à demander à vos équipes d'aller trouver des PDF, et c'est peut-être une copie de PDF, personne ne le sait, mais en tout cas, pour éviter ça, il y a des structures qui se mettent. Donc c'est soit des structures qui se font par la fibre, type certaines laines en Uruguay par exemple, soit ça va être des entreprises qui vont qualifier via du blockchain, dès la production de la fibre, la digitalisation de l'ensemble des labels en particulier et des matières premium. Donc moi je pense que, en tout cas, ce boulot-là, il est ultra nécessaire dans l'entreprise. Il n'est pas nécessaire que pour de la sustainability, pour de l'affichage. En fait, il est pour des achats, pour la gestion de prix, la gestion de lead time. Et une fois qu'on travaille là, il y a aussi beaucoup d'opportunités, je pense, pour les entreprises dans une meilleure gestion de leur stock, meilleure gestion de leur production, ainsi de suite. Donc oui, c'est nécessaire, mais il y a aussi, encore une fois, pour une lueur d'espoir, il y a quand même des beaux outils qui existent. Il y a beaucoup, comme votre cabinet sûrement, voilà, des gens qui accompagnent énormément. Et là, je pense qu'il y a une vraie notion encore de collaboration. J'ai l'impression que tout le monde est en train de le faire de son côté. On voit des fois des entreprises qui collaborent, qui se disent, tiens, toi, tu utilises tel truc, c'est quoi, comment ça marche. Et je pense qu'on doit aller un petit peu plus loin là-dedans, parce qu'avec l'AGEC, ça fait un effet d'aspiration avec beaucoup d'entreprises qui se sont mis dans le créneau. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on doit se poser entre nous sur c'est quoi les bonnes pratiques de structuration de la donnée. Parce qu'une fois que ça vous l'avez, après, votre PLM ou votre ERP ou n'importe quoi, c'est pas le sujet. Mais vraiment de se dire structuration de la donnée et qui doit le faire dans l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt l'industriel? Est-ce que c'est plutôt la production, la sustainability, la compliance? Tout ça, c'est ouvert. Et donc, c'est des sujets, en tout cas, clés. Merci beaucoup. Isabelle. Tiens. Non, mais rassurez un peu tout le monde, parce qu'effectivement, ce sont des sujets, mais on l'a dit, et vous êtes, merci infiniment tous les trois, parce que vous êtes, et à toi bien évidemment, d'avoir parlé aussi franchement et aussi en rentrant dans la complexité, en permettant d'accéder à cette complexité. Mais il ne faut pas avoir peur, parce qu'en fait, il y a une dynamique. Alors, elle est, je veux dire, française, elle est européenne. Il y a des agendas politiques qui ne sont pas les mêmes. On est bien d'accord, l'agenda politique européen va sans doute retarder un certain nombre d'applications, de mise en œuvre, de projets. Donc ça va être un peu compliqué, mais néanmoins la dynamique qu'il y a aujourd'hui en France et en Europe au sein de Paris Good Fashion, mais il n'y a pas que nous. Je vois Léonore pour la FHCM, je vois Héloïse pour Fashion Green Hub, etc. Il y a une dynamique en France qui est extrêmement forte. Et sincèrement, il y a 5 ans, quand on a lancé Paris Good Fashion, je n'étais pas convaincue du tout qu'on arriverait à créer autant de partage de données, autant de communication entre les différents acteurs. C'est le cas aujourd'hui. Et on parlait, merci Antoine, tu as mentionné le fait qu'on commence à travailler sur la méthodologie ACT. C'est au plus haut niveau, avec tout le monde, et avec une ambition justement d'avoir des scénarios crédibles. Ça rejoint totalement ce que le gouvernement fait et le ministère. C'est un work in progress. Mais ce work in progress, il entraîne tout le monde et on va y arriver. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 jours, ça prend du temps. Ce que fait aujourd'hui Première Vision avec son nouveau programme, etc. Tout ça contribue. L'important, c'est, OK, step by step, chapitre par chapitre, mais on peut y arriver et cette dynamique, elle est essentiellement aussi en open source. EcoBagnol est en open source, ce qui veut dire que les grands comme les petits ont accès à la donnée, au partage, etc. Et vraiment, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir. C'est pas simple, mais justement, on est là pour tous ensemble pour y arriver. Merci. Merci Isabelle, merci à tous. Merci infiniment, messieurs. Et on vous donne rendez-vous cet après-midi, c'est 16h. Nous voilà pour parler volumétrie, décroissance. Oui, vaste sujet.